connecter avec elle. Pour rappel, comme ça je ne la mets pas mal à l'aise, Isabelle, vous la connaissez tous parce que c'est une star, mais quand même, je vous le redis. Elle est psychothérapeute, elle est vice-présidente de la commission pour les 1000 jours, pour les premiers jours donc des bébés, et elle est surtout conférencière et écrivaine, vu qu'elle a écrit des bouquins phares sur toutes les questions que vous vous posez. Il me cherche, au cœur des émotions de l'enfant, et il n'y a pas de parent parfait. Coucou Isabelle, je faisais la présentation de tes livres. Bonjour. Bonjour. Alors, la Bonjour, bonjour. connexion est un peu moins bonne que d'habitude, mais moi, ça va, ça ne me dérange pas. Si les gens qui nous regardent peuvent nous dire si on t'entend bien, si on vous entend bien et si tout passe bien. Ah bon, ça a l'air d'aller. Tout le monde crie « Coucou Isabelle », donc je pense que ça passe. Vous m'entendez bien Isabelle ? Génial, parfait. Alors, j'ai fait la petite présentation de vos livres et on a encore eu pas mal de questions. Et comme je le disais, c'est pas forcément que des questions sur le confinement. Il y a quand même beaucoup du quotidien. Donc finalement, on voit que les parents sont souvent désemparés, mais même dans la vie de tous les jours. Oui, disons que le confinement fait émerger et éclaire encore plus nos difficultés. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, finalement, les difficultés, hop, on passe et puis on passe à autre chose et puis on sort un peu dehors et on oublie et voilà, finalement, dans le courant de la journée, ça passe. Mais là, avec le confinement, on est un peu contraint de traverser les difficultés et du coup, le gros avantage, c'est que on est presque contraint de les résoudre. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut utiliser ce confinement pour découvrir un nouveau monde, une nouvelle relation avec nos enfants. D'accord, parfait. Bon, on vous entend au début, on ne vous entendait pas bien, maintenant tout va bien, donc on peut profiter de vous entièrement. Donc ça, c'est bien, Isabelle. J'ai sélectionné une première question qui m'a beaucoup touchée. Elle est de Camille Silly 83 qui nous parle de son enfant de 4 ans. Elle parle de lui comme un petit adolescent. Elle dit que c'est dur, qu'elle a essayé notamment de travailler avec lui avec des gommettes, mais aussi avec plus d'autorité. Elle l'a puni en lui disant bah, « tu n'auras pas de dessert si tu ne te tiens pas bien ». Elle l'a mis dehors car sa chambre ne ferme pas à clé. Et donc, elle a vu que c'était quand même pour elle la bonne méthode parce que ça fonctionnait. Mais elle s'en veut, elle se dit, est-ce que c'est la bonne méthode? Elle est épuisée, pour info, elle a eu le Covid, donc elle est vraiment fatiguée. Et en plus, le soir, il se relève, donc elle rentre un peu dans une spirale compliquée. J'ai choisi cette question parce qu'on fait ce talk, je pense, Isabelle, toutes les deux, parce qu'on veut justement éviter ces situations-là. Et on voit qu'il y a une détresse. Donc, est-ce qu'on peut l'aider? Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est très très difficile d'être avec un enfant de 4 ans, 24 heures sur 24. Un enfant de 4 ans, ça bouge énormément, ça a beaucoup d'attentes, de demandes, de besoins. Ça nécessite une surveillance constante parce qu'un enfant de 4 ans, c'est typiquement l'âge des expérimentations. Donc, si on le laisse 3 secondes sans surveillance, eh bien, on est à peu près sûr qu'il va repeindre l'abat-jour ou décorer le tapis de sa chambre. Bref, forcément, il va explorer et explorer pas exactement forcément de la manière dont nous, on aurait espéré qu'il explore. Donc, oui, c'est compliqué. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis en place cette ligne téléphonique vraiment, c'est important, 0805 827 825, c'est important d'appeler avant de craquer, c'est important d'appeler pour avoir des ressources et savoir, bah tiens, il vient de se passer ça, allô, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir une clé, une idée, une information avant de craquer? Et là, on attend sent qu'elle est trop avant de souvent. craquer. Non, là, elle a déjà craqué, puisqu'elle l'a mis dehors, C'est vrai. puisqu'elle a Et puni. elle précise que elle l'a, parce que ça paraît très violent de mettre dehors un enfant, mais je tiens à préciser, c'est qu'elle dit la porte de sa chambre ne ferme pas. C'est pas qu'elle voulait pas le mettre dans sa chambre, mais bon, en même temps, moi, j'enfermerai jamais mes enfants, mais on sent C'est ça. elle est Et donc, tiraillée, elle veut on bien craque. faire. On craque. Et Ouais. donc, on a OK, c'est OK de craquer. Et c'est chouette qu'elles disent, je me sens mal avec ça, parce que c'est Ouais. vrai que c'est justifié de se sentir mal. Ça marche. Elle Ouais. dit, ça marche. En fait, ça marche pourquoi? Ça fait que l'enfant, tout d'un coup, ne dit plus rien. Il se soumet. En fait, c'est une bonne manière, entre guillemets, de soumettre un enfant et de le plonger dans un stress tellement extrême
que du coup, il n'ose plus bouger. Ça s'appelle la réaction d'immobilisation. En fait, le stress, nous avons trois grandes réactions. Lorsqu'il y a une alarme, quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui est menaçant, donc maman qui crie, maman qui donne un ordre, maman qui hausse le ton de voix, maman ou papa qui ne donne pas d'attention, ça déclenche du stress dans l'organisme de l'enfant. Il n'a que 4 ans. Donc, dans son cerveau, il y a tout d'un coup un besoin d'attaquer. Enfin, le premier besoin, ça va être de se coller à maman, d'être demandeur. Selon la disponibilité du parent, ça va être papa, tu me fais un câlin, ou alors je veux regarder un dessin animé, fais ceci, fais cela. C'est-à-dire que les enfants qui n'osent pas demander un câlin parce qu'ils n'ont pas cette habitude dans la famille, ils vont demander toutes sortes de trucs. Ils vont demander des dessins animés, ils vont demander un vélo, ils vont demander à sortir, ils vont faire des demandes. En fait, l'idée, c'est d'être demandeur, demandeur, demandeur. Dès qu'on a un enfant qui est ultra demandeur, ça veut dire, ah, il est sous stress. Et c'est la réaction la plus saine de stress. C'est le premier niveau. Ensuite, quand le stress augmente, l'enfant devient agressif. Il a tendance à, soit s'il y a un frère ou une sœur un plus petit que lui, il va agresser l'autre, peut-être faire du mal à un animal, ou alors, s'il peut fuir, il va fuir. Le problème avec le confinement, c'est que l'enfant ne peut pas fuir, il peut pas courir partout et dès qu'il se met à courir, on lui dit arrête de bouger, arrête de courir. Enfin bon, j'espère que non. Aujourd'hui, dans le confinement, j'espère que toutes les familles ont réussi à mettre en place au moins 2 ou 3 fois par jour un circuit où les enfants peuvent, vas-y, cours, allez, de motricité. Parce que c'est nécessaire de courir. Mais bon, c'est pas si évident que ça. Et il y a des gens qui vivent dans une seule pièce à 5. Et donc, on a besoin aussi de penser ça. C'est pas facile. Donc, la fuite est impossible. Donc, si je ne peux ni agresser, ni trouver la réassurance de mon parent, ni agresser, ni fuir, je vais me figer. Et donc, la réaction de stress, quand on ne peut ni attaquer, ni fuir. Vous êtes de retour. Bon, je suis de retour. Et je crois que ça va mieux passer. De toute façon, j'en ai profité pendant ce temps d'appel de redonner votre site et de redonner le numéro de téléphone et d'expliquer ce qu'on allait faire. On va reprendre sur cette notion de stress parce que effectivement, comme elle dit, en plus que le soir, il n'arrive pas à dormir, moi, j'en traduis que c'est cette demande aussi. Donc, elle en est peut-être à cette première étape. Oui, en fait, c'est pas forcément, c'est pas. Moi, il dit 3. Oui et non, c'est-à-dire que c'est instantané, c'est-à-dire que au moment où, en fait, nos enfants sont sous stress quasiment en permanence, comme nous. Tout le monde est sous stress. Bon, ça commence à se calmer un peu, on s'installe dans la durée. Maintenant, voilà, on nous a dit, ça y est, on est confiné jusqu'au 11 mai, donc on se dit, ok, on commence à trouver notre rythme. Même certains ont de plus en plus peur de ressortir. Donc, finalement, voilà, on a trouvé à peu près notre organisation, mais ça reste quand même stressant. Et pour les enfants, c'est encore plus stressant parce que nous avons vraiment à réaliser qu'ils n'ont pas les capacités d'élaboration mentale que nous avons. Nous pouvons nous repérer dans le temps, nous savons que bientôt on va pouvoir ressortir, qu'un jour la vie va reprendre, etc. Nous pouvons nous projeter. Un enfant de 4 ans ne peut pas encore se projeter. Il est encore beaucoup dans le présent. Le passé commence tout juste un peu à exister, mais vous dites à un enfant de 4 ans, tout à l'heure, je t'achèterai une gaufre, ou dans 1 heure, je t'achèterai une gaufre, enfin, c'est fini 6 heures de gaufre, mais bon. En ce moment, ouais, il faut les faire soi-même. Tout à l'heure, je te ferai une gaufre. Et ben, toutes les 3 secondes, il va dire, bon, elle est où ma gaufre? Elle est où ma gaufre, quoi? C'est-à-dire, c'est pas, ils sont pas encore, ils ont pas cette capacité que nous avons. Donc, ils sont beaucoup plus sous stress que nous. C'est dur, mais ce sont nos enfants. Et donc, c'est à nous de les aider à réguler ce stress. C'est à nous de faire ce travail-là. D'accord. Donc, vous en étiez à l'expérience, parce qu'on me l'a réclamé. Voilà. Et donc, dans cette expérience, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre que quand un rat est menacé de stress, paf, il fuit, il peut échapper, tout va bien. Mais si on ferme la porte, on empêche le rat d'échapper à la décharge électrique. Le rat ne bouge plus. Il se fige.
Et c'est exactement ce qui se passe pour ce petit garçon quand il est dehors ou même quand il est dans sa chambre ou qu'il est puni. Si nous arrivons à hurler assez fort, si nous arrivons à frapper, à isoler l'enfant, à ce qu'il ne nous voit plus, en fait, ça suffit qu'il ne nous voit plus. On s'en rappelle quand on était dans les supermarchés, il faisait une crise, il suffisait qu'on disparaisse dans un autre rayon, paf, il arrêtait la crise immédiatement. On se disait, ah, ça marche, c'est de la comédie. Ben non, c'est juste que, ah, il s'est figé. Donc, l'immobilisation est une réaction au stress et c'est la réaction lorsque je ne peux rien faire face à mon prédateur, face au danger. C'est pas forcément quelque chose que réellement nous voulons. Nous ne voulons pas apprendre ce figement. Surtout que ensuite, forcément, à un moment ou à un autre, l'enfant va se défiger et donc ça va sortir en agressivité. Agressivité sur quelqu'un ou agressivité envers lui-même. C'est probablement ça qui l'empêche de dormir le soir. En fait, ça risque de maintenir l'enfant en insécurité tout le temps. Donc, pendant toute la durée du confinement, et même après, parce que finalement, ça va nous apprendre à faire autrement, on ne fait plus aucune punition. Une punition n'est jamais utile. Elle ne sert qu'à blesser l'enfant, à abîmer la relation que nous avons avec lui, et elle ne lui enseigne rien. Au lieu de donner des punitions aux enfants, nous allons modifier notre façon d'interagir avec eux pour faire en sorte que la vie soit agréable ensemble. Nous allons poser des règles à la place de poser des interdits. Nous allons faciliter la vie et surtout, nous allons remplir les besoins des enfants. Ce qui est stupéfiant pour les gens qui commencent en parentalité positive, c'est que pour la plupart des parents, un enfant va automatiquement chercher à désobéir, à manipuler son parent, va être rebelle et compagnie. C'est faux. Profondément, les enfants ont envie de faire plaisir aux parents et ils adorent coopérer. Donc, ce qui se passe quand on commence à rentrer en parentalité positive, c'est qu'on est stupéfait de voir les enfants faire des choses auxquelles on ne croyait même pas. Ouais. Quand tout d'un coup, on voit l'enfant qui range sa chambre de manière waouh, comment c'est possible? Ça fait du bien, alors. Là, on est content. C'est sûr, c'est sûr. On a l'impression d'avoir réussi son rôle de parent. Ça m'est arrivé hier. Oui, en plus. En plus, non seulement c'est ça, ça marche. Tandis que sinon, avec les punitions, les récompenses, les gommettes et tout, on est dans un enfer permanent. On est dans un conflit permanent et comme vous le dites, Carole, on se mésestime soi-même. On se trouve pas un bon parent. On est tout le temps en échec. C'est pas cool. Mais par contre, alors très concrètement, en une phrase pour vraiment le mettre en pratique dès qu'on a raccroché, Isabelle, si un enfant, je sais pas, rechigne à faire ce qu'on lui a demandé de faire ou quoi, plutôt que de le punir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit vraiment à ce moment-là? On va prendre un exemple concret. Va prendre ta douche, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'il ne veut pas le faire. Ou qui tape son frère. On lui dit, excuse-moi, je me suis encore fait piéger, je t'ai encore donné un ordre. Décidément, qu'est-ce que j'ai du mal à changer? Parce qu'en fait, si on dit à un enfant, va prendre ta douche, on peut être à peu près certain qu'il va refuser. C'est dommage, mais c'est comme ça, tous les enfants sont des humains. Et les humains détestent les ordres. Donc, les ordres, c'est utile en cas d'urgence. Donc, c'est important de conserver les ordres pour les moments où il y a vraiment une urgence, il y a un danger, et donc, vite, tout le monde couché. Là oui, parce qu'il y a un danger réel. S'il n'y a pas de danger, et prendre la douche, il n'y a aucun danger. Donc, non. Mais par exemple, les devoirs, s'il fait passer les devoirs… Les devoirs, c'est un autre problème que la douche. La douche, c'est quand même relativement utile. Pas trop souvent, on le sait aujourd'hui. Donc, s'il apprend pas tous les jours, c'est pas un souci. Mais une fois tous les 2-3 jours, c'est quand même sympa. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il va pas prendre sa douche? C'est parce qu'on lui donne un ordre. Donc, on va faire autrement. Alors, il y a plein de techniques. On les trouve dans mes livres, on les trouve dans toutes sortes d'endroits, mais je vous en donne quelques-unes. Juste une pour mettre en pratique dès qu'on raccroche du live, parce que ça, c'est hyper important, que les gens puissent tout de suite essayer. Et après, achetez vos livres. Un mot. Alors, la plus simple, c'est un mot. Et donc, on passe et on dit douche. Point. Comme ça, l'enfant, il réfléchit, il se dit, ça marche surtout très bien avec les ados. D'accord. Mais donc, il se dit, parce que d'habitude, sinon, on dit,
Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu veux prendre ta douche? Oui. Et donc il répond oui, 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 oui. Ils sont gentils, les enfants. Ils disent oui, oui. Mais ils répondent oui au fait qu'ils ont entendu, oui, qu'ils ont compris. Donc il faut pas, il faut arrêter de faire des mots, des mots, des mots. C'est surtout les filles, nous les mamans, on n'arrête pas de, on parle. Puis alors quelquefois on explique pourquoi il faut prendre la douche. Enfin vraiment, on n'est que dans le verbal. Les enfants, le verbal, ça marche pas trop. Donc, si on fait du verbal, ils nous disent oui, oui, comme ça, hop, ça nous calme. Mais en réalité, ils n'ont rien capté. Donc, il faut, on entend, ils entendent douche. Du coup, ça fait pas sens tout seul. Donc, ça passe en cerveau préfrontal. Ils réfléchissent et là, ça leur donne éventuellement l'impulsion de prendre une douche. Si ça ne marche pas tout de suite, on leur dit, tu veux quel savon? Ou quelle serviette veux-tu? C'est-à-dire qu'on donne un choix. D'accord. Est-ce que tu veux la serviette Mickey ou la serviette jaune? Voilà. Ou est-ce que tu veux dans ton bain, ça dépend de l'âge, hein, évidemment, le petit bateau jaune Oui, si votre enfant a 15 ans, ça ne marchera pas. Mais Non, mais à 15 ans, en général, juste un mot, ça suffit. Mais ce qu'on a aussi besoin de réaliser, c'est qu'on pourrait arrêter un peu le contrôle et que de manière générale, une des façons d'arrêter de contrôler les enfants, parce que pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'ils prennent une douche à telle heure et tel moment, etc. C'est juste en fait pour les contrôler et avoir le sentiment de qu'on les fait quelque soumettre. Ouais, chose. aussi, ouais. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, on peut installer, on peut décider ensemble, dire bon, ce serait chouette. Bon, qui veut prendre une douche tous les jours, qui veut prendre une douche tous les 2 jours, et on l'écrit et on fait un plan. Les routines, ça marche avec tout le monde. Et donc, on écrit la routine. Même un enfant de 2 ans, il va adorer la routine. Bon, on va mettre des petits dessins pour qu'il se repère. Et puis ensuite, il suffira de lui dire, ah, où est-ce qu'on en est là? Regarde, il est telle heure. Tu vas regarder sur le panneau où est-ce qu'on en est? Et c'est lui qui va dire, et il va foncer. C'est vrai. C'est beaucoup plus fun comme ça. Alors justement, pour rester quand même aussi dans cette thématique-là, il y a Maïwa, qui est une fille de 3 ans qui s'appelle Thelma, donc je suis obligée de poser la question vu que c'est le même prénom que ma fille. Elle s'est transformée en démon au début du confinement. Elle répond, elle n'obéit plus, elle crie. Est-ce que vous savez quoi faire, justement dans ce contexte de confinement? Eh bien voilà, donc dans ce confinement, ça va être la deuxième partie de l'expérience du rat de Laborite, hein. C'est que quand dans le compartiment électrifié, il rajoute un autre rat, dès qu'il envoie la sonnerie, le rat attaque le congénère. Il se bat avec. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce qui se passe pour le rat, Ouais. quand il était immobilisé, il a ensuite plein de problèmes cardiaques, cardiovasculaires, digestifs et compagnie. Tandis que chaque fois qu'il attaque un autre rat, si on lui donne un autre rat à attaquer, on peut lui donner autant de stress qu'on veut, eh bien, il ne se passe rien. Il n'a pas de problème cardiaque, ses artères sont en super état et sa digestion est excellente. Donc, ça montre bien que pour réagir au stress, une des réactions les plus saines pour le corps, c'est l'attaque. Donc, un enfant qui devient un petit démon, c'est qu'il est stressé, il est sous stress. Évidemment, on ne le laisse pas attaquer ni son frère, ni nous-mêmes, ni quoi que ce soit. La règle est absolue, on ne fait pas mal. Tout est permis à condition que ça fasse pas mal, ni à une personne et que ça casse rien. À part de ça, c'est vraiment important qu'il puisse bouger, mais on a l'information importante, il est sous stress. Un enfant qui devient un petit démon, c'est juste un enfant stressé. On la Donc, j'ai rassure. 2 clés pour aider l'enfant à se libérer du stress. Les câlins, pour faire couler l'ocytocine dans son cerveau et diminuer l'importance du stress. Et le mouvement. Le mouvement, sauter, bouger. Et donc, à 3 ans, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais non, on peut déjà beaucoup danser. Danser, 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 ouais. danser. En plus, la musique, ça fait un bien fou. Et les parents aussi peuvent danser. Tout le monde danse au moins 20 minutes par jour et ça change tout. Et si vous dansez, vous nous envoyez, vous nous taguez avec Isabelle, on veut voir vos danses ce soir. J'aimerais Promis, trop, j'aimerais trop. promis. Ben, j'ai mon fils qui est danseur et du coup, il m'entraîne Ah beaucoup. bah je veux voir. Et vous aussi, chez vous, on veut voir vos danses. Alors, il y a juste par rapport à l'agressivité, parce que j'ai eu quand même des questions là-dessus, même un bébé de 20 mois, apparemment, il a des gestes
d'agressivité envers lui-même et envers autrui. C'est Vanda qui nous envoie cette question. Que peut-on faire? Et j'ai aussi Alizé, ça va dans la même veine. En fait, sa fille de 2 ans, donc un peu plus grande, et la frappe. Dès qu'elle est frustrée, elle frappe. Donc j'imagine que c'est aussi du stress. Mais Voilà, tout à est-ce que fait. l'agressivité, même à 20 mois, ça peut être du Ça n'est stress? pas, ça n'est pas de l'agressivité, c'est du stress. C'est vraiment pur, c'est automatique, c'est comme les rats. Ça Comme n'est les pas rats. mentalisé. L'enfant n'a aucune intention de faire mal à qui que ce soit. Les enfants vont taper, un enfant de 20 mois, déjà, il retourne vers lui-même. Donc, on voit, ça le dépasse. Il va Ouais. se taper la tête contre les murs, contre le sol, etc. Donc, on le contient, on l'empêche de se faire mal et de nous faire mal, et on lui fournit de l'ocytocine Du et de câlin. la liberté. C'est toujours les deux dimensions, hein. Toujours, toujours, je pense d'abord le câlin, mais s'il se débat trop, eh ben, ça qu'il a plus besoin de mouvement. Et de toute façon, je donne un peu de câlin, puis je retourne l'enfant et on fait quelque chose. Et il a besoin de sentir qu'il a du pouvoir. Même à Ah, 20 mois, ils ont même vraiment beaucoup ouais. besoin de bouger, d'explorer. Il y a, il y a trop de transats et de sièges divers et variés. Un enfant de 20 mois, il a vraiment besoin, même bébé, On même à le 3 contient mois, pas. 4 Ouais. mois, oui, ils ont vraiment besoin de mouvements libres. Plus les enfants vont avoir de mouvements libres, de temps de mouvement libre, Ouais. moins ils vont être problématiques parce que le mouvement libre leur permet d'apprendre à réguler, à sentir leur corps, à sentir les gestes et à réguler le stress. Ok. Et alors, il y avait une question de Christelle là-dessus. Comment faire pour qu'ils expriment leurs émotions pour les enfants? Elle n'a pas précisé l'âge de ses enfants. Elle dit qu'elle a testé le dessin, l'écriture, mais elle ne trouve pas la bonne formule. Vous qui êtes experte là-dessus. Alors, il y a de nombreuses expériences. Alors, vous avez mon livre, est-ce que je l'ai là, mon cahier, mes Ah, de émotions, Nathan? Ouais. de chez Nathan, qui est en accès gratuit en ce moment. Donc, c'est vraiment, voilà, Des il y bons a exercices. dedans, voilà, il y a dedans des exercices, hein. Il y a Il y voilà, a des petits bugs là. voilà, il est là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Bon, bref. On mettra le lien. Ne Vous vous le inquiétez pas, mettrez. Voilà, je parce que mettrai comme il le est en lien accès pour qu'ils gratuit, puissent. c'est sympa. Et mon éditeur a accepté ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'est Ça super, ouais. permet à beaucoup de monde de pouvoir accéder. Et donc, il y a plein d'idées dedans sur comment faire pour exprimer. Dans la collection Disney aussi, il y a beaucoup le Disney Émotion que j'ai créé avec Disney, il y a beaucoup de petits exercices aussi pour bien comprendre et comment faire. Euh, donc, quand ils sont grands, on peut verbaliser les émotions, mais le dessin, c'est super, mais quelque chose de plus actif, c'est quand même plus utile. Alors, les pâtes à modeler, c'est super. La pâte à pain, du Ah coup, ouais. on fait du pain tous ensemble. La pâte à pain, la pâte à pizza, c'est génial, parce que la pâte à pizza, on lance la On peut pizza la sur faire. le plan de travail. Donc là, on a ce coup-là. J'avais une nounou quand j'étais enfant qui était italienne, et je me rappelle, elle prenait la pizza et la pâte et blam, elle la lançait de toutes ses forces sur le voilà. Donc on peut prendre ça. Il y a les artichauts, c'est la saison aussi. On casse le pied de l'artichaut. Sinon, on prend une feuille de papier et on coupe un tout petit bout voilà, on prend une feuille de papier et puis, là j'ai qu'une seule main parce que je tiens mon téléphone de l'autre. On C'est coupe un petit difficile. bout et on fait à ce Falloir moment-là, acheter un crayon. comme ça. D'accord. En fait, l'idée de base, Comme ça? c'est Oh que là. les émotions, voilà, très bien, et je coupe, mais voilà, mais sans me faire mal. Donc, il faut prédécouper un tout petit peu pour pas que l'enfant se coupe la main, évidemment. D'accord. Mais donc, sinon, c'est tout ce qui va permettre de sentir la force et savoir que les réactions biologiques pour libérer le stress, c'est lancer, frapper, c'est aussi taper des pieds. Et donc, on peut taper des pieds, taper des mains, lancer des choses. On peut trouver, organiser un chamboule-tout à l'intérieur de la maison. Enfin bref, voilà, on peut trouver. Ce serait chouette d'avoir un petit coin où on fait la colère. Et alors, les coins de la colère, les coussins de la colère et tout ça, ça ne marche que si le parent le fait aussi.
Et il y en Et a de la donc, colère en ce moment, donc ça peut oh défouler les oui, parents. donc on regarde l'enfant, oh là, j'ai envie, oh là, il m'énerve, là, j'ai envie de l'écrabouiller. Je vais plutôt aller respirer et souffler dans le coin. Je souffle, je vais dans le coin, je tape sur le truc. Taper, ça n'est jamais trop longtemps, parce que sinon on augmente les colères. Hein. On sait aujourd'hui, scientifiquement, on a besoin de, quand on tape, il faut taper en tenant avec les deux mains, pas les petits, pas des petits coups comme ça, mais des grands coups, et en gueulant. Non, j'en ai marre. Et deux, trois fois, et ça suffit. Et l'idée, c'est de se sentir fort de nouveau et sentir que ça libère quelque chose à l'intérieur de nous. D'accord. On a besoin de crier, on a besoin de faire du bruit. Donc on peut aussi, pendant le confinement, même si on n'est pas particulièrement en colère, tout d'un coup, on est en train de faire, puis c'est un moment calme. Au lieu de profiter du moment calme, on dit à tout le monde, voilà, si on sent quand même qu'il y a un petit peu de friture dans le gaz, mais quoique c'est intéressant de s'entraîner comme ça. C'est le moment du cri général, Et on y va tout tous le monde ensemble. ensemble, et on se met tous ensemble, et là on hurle le plus fort possible. D'accord. Et après, tout le monde a hurlé le plus fort possible, chacun retourne à ses affaires. Bon, là aussi, on veut bien des vidéos hein, si vous le faites à la maison. Il y a un copain directeur d'école, il faisait ça dans son école. Mais c'est vrai Il que ça faisait libère. descendre toutes les classes dans la cour d'école et il faisait un grand cri. Ah, c'est génial. C'est Et vraiment oui, une bonne c'était idée. génial parce que ça permettait vraiment à chacun du coup de rester attentif après. Et juste une question, Laurence nous demande, à la base, elle voulait savoir comment on pouvait extérioriser, pardon, le ressenti des adolescents. Est-ce que ça, on peut le faire avec les adolescents? Est-ce qu'ils suivent? Euh, oui, on peut faire, on peut leur donner un vieux, comment ça s'appelle, les vieux bouquins, les trucs de téléphone, les bottins, un vieux bottin téléphonique à déchirer. Ce qui est difficile avec les adolescents, c'est qu'ils sont extrêmement pudiques et qu'ils ne vont pas nous montrer à nous leurs émotions. Sauf si on les énerve assez et que là, ils vont pouvoir nous engueuler. Mais à ce moment-là, il faut avoir la solidité intérieure de se rappeler, bon, il est en train de projeter tout son venin sur moi, mais ça ne me concerne pas, donc je le prends pas en plein cœur. Je l'encourage. Oui, vas-y, oui, je suis nul, vas-y, dis-le-moi, pop. Parce que c'est pour l'objectif, c'est faire sortir tout ça. Assez rapidement, il va dire, tu m'embêtes, pire que ça, Ouais. et il va rentrer dans sa chambre. Mais au moins, il l'aura dit. Et ça libère un petit peu. En fait, quelquefois, il claque la porte un peu fort. Et nous, on est là, ah, t'as claqué la porte! Et on est tout énervé. Et ben oui, voilà, de temps en temps, il y a besoin de pouvoir claquer un peu les portes. Quand j'étais adolescente, mon père, on gardait des assiettes pour pouvoir casser les assiettes. Donc, les assiettes ébréchées, les vieux trucs, voilà, on gardait un certain nombre de choses pour pouvoir les casser au moment où on en avait besoin. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir déchirer, casser. On a tous des vieux draps ou des trucs qui sont vraiment tellement, voilà, Ouais. ça chauffe, voilà. Ce qui est drôle, c'est que Mais pour les les assiettes, émotions, c'est actif. pour les Oui. assiettes, je formule juste une blague de super maman qui nous suit, qui dit c'est sa voisine qui va pas être très contente. Entre les cris, les assiettes, on va avoir des problèmes de voisinage. Pardon, je voulais juste vous couper pour la blague, mais allez-y. Eh oui. Mais c'est pour ça que c'est plus sympa de le faire périodiquement sans attendre d'être exaspéré. Parce qu'à ce moment-là, c'est d'abord moins fort, c'est régulier, donc la voisine, elle s'y attend. Tous les jours à 10h30, il y a le cri des voisins. Donc voilà, ça Voilà, devient une habitude, un rituel, etc. Et en fait, si on organise le chaos, eh ben le chaos est limité et construit et beaucoup plus facile. Et ça déborde pas dans tous les sens. Si on attend d'être exaspéré, ça va déborder dans tous les sens. Et ça crie tout le temps. d'accord. Parce que dans la réalité, voilà, il y a quand même les voisines, elles sont pas très, les voisins, Ils casseront les. de toute façon, dans la réalité, ils nous entendent hurler. C'est très typique français. Les Français hurlent énormément, crient énormément. Bon, alors, c'est pas que moi, comme je suis méditerranéenne, je pensais crier, être la seule à crier, mais non. Mais Alors, non, vous savez qu'on crie plus que les Italiens et les ah Espagnols. ouais, ah, je savais pas. Et oui, c'est français. C'est une culture française. Et ça, c'est lié à je sais pas quoi, mais on s'imite les uns les autres. C'est vraiment pas une bonne idée. Crier sur un enfant, c'est à peu près ce qui va le faire dysfonctionner encore plus. Donc, Bon, merci Isabelle. Il y a beaucoup de questions qui rentrent. On va attaquer un pôle important parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Et c'est français. On va parler de gastronomie.
au niveau du repas. Alors, on a Julie qui a du mal à faire rester à table ses enfants ou son enfant. Elle n'a pas précisé. On a Céline qui a une fille de 6 ans qui a l'impression que son fils, pas qu'une fille, pardon, sa fille de 6 ans qui fait tout pour la pousser à bout. En fait, elle se met dos à la table, par exemple. Donc, je ne sais pas, elle dit non à tout, elle s'oppose. Bon, peut-être pas seulement qu'à table d'ailleurs. Et on a aussi un bébé de 20 mois qui refuse de manger. Ou encore Lily qui a un enfant de 5 ans qui ne veut manger que du pain. Et du coup, il contamine un peu ses frères. Voilà, c'est un peu le panel des questions qu'on m'a posées. Je sais que c'est difficile de Eh oui. répondre de manière groupée. Et je voulais quand même les citer au cas où si vous aviez des petites choses à donner à ces différents points, ces différents En âges. fait, oui, c'est pas seulement différents âges, c'est que ce sont des problèmes extrêmement différents. Donc, nous, on est adultes, on a un peu tendance à tout mettre ensemble. C'est, il veut pas manger, il s'oppose, mais en fait, non, ça peut être toutes sortes de choses différentes. Ouais, je suis bien sûre. Donc, revoyons un petit peu. Un enfant qui s'oppose et tourne le dos à la table, c'est pas en relation avec le Le repas repas. probablement. Je pense que la problématique est plus importante. Et donc là, il s'agirait de savoir ben, à quoi elle dit non, cette petite fille. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Et la première chose, c'est avant le repas, faire un grand câlin et donner un temps. Donc, c'est peut-être pas le câlin d'ailleurs, parce que certains enfants aiment les câlins tout de suite, d'autres, ils ont encore trop de choses à l'intérieur, ça va pas être possible le câlin, pas tout de suite. Donc, à ce moment-là, on leur donne, ben voilà, pendant 15 minutes, je suis 100% avec toi, j'éteins mon téléphone, je ne réponds à rien, le repas est prêt, je vais pas courir quelque part. Pendant ces 15 minutes, je suis entièrement avec toi, je fais ce que tu veux. D'accord. Au début, l'enfant voudra rien du tout, mais petit à petit, il voudra. En fait, nous avons besoin de remplir le réservoir d'amour. On ne peut rien faire tant que le réservoir n'est pas rempli et on ne peut rien obtenir d'un enfant tant que notre relation n'est pas harmonieuse. Donc, il y a la première chose, c'est rétablir la relation. Ensuite, l'enfant qui ne mange que du pain, le pain, c'est du gluten. C'est immédiatement, quand on mange du pain, peut-être cet enfant est sensible au gluten. Si elle mange aussi des pâtes ou que des aliments blancs, etc., c'est extrêmement fréquent. C'est parce que les enfants, enfin, une des causes peut être que les enfants sont sensibles au gluten et donc les glutéomorphines qui sont dans le gluten migrent très rapidement dans le cerveau et donnent un petit shoot de sensations agréables, de confort, etc., que ne donnent pas les autres aliments. Et donc, surtout si les parents insistent pour qu'on mange autre chose, ils vont se focaliser sur le pain et s'accrocher que à ça. Là encore, là c'est le confinement, donc c'est un peu compliqué. Si on observe cette sensibilité au gluten, clairement, à un moment ou à un autre, il va falloir faire des expériences sans gluten. Maintenant, il faut d'abord sortir du conflit et vraiment permettre à l'enfant d'expérimenter et surtout, surtout, ne pas insister pour qu'il mange autre chose, c'est-à-dire ne pas se braquer, ne pas rentrer dans un conflit, sinon l'enfant va vraiment toujours chercher à se raccrocher à ça. Après, on peut le faire dessiner, on peut le faire jouer de la pâte à modeler, on peut jouer avec des petits personnages. Ah, ce petit personnage-là, le petit ours brun, il aime que le pain et sa maman ceci, cela. On joue et puis on voit un petit peu ce qui peut sortir. Et pour le bébé L'enfant de 20 qui mois, refuse, et oui, si c'est un bah, il bébé y qui a refuse de manger, on joue quand même, on fait aussi ça? non, non, si un bébé c'est trop jeune. Un Enfin, bébé il a qui 20 refuse de mois, manger, il a c'est 20 mois le bébé, donc c'est voilà, un 20 grand mois. bébé, c'est pour ça que je dis ça. Alors bon, là évidemment, ça peut être autre chose, mais je dirais le plus souvent, un bébé de 20 mois, pourquoi il veut pas manger? C'est parce que c'est les parents qui lui donnent à manger. Donc à 20 mois, on commence à avoir besoin d'être autonome et de faire comme tout le monde. Donc il arrive que des parents continuent de laisser un enfant de 20 mois sur une chaise haute et lui donner à manger en dehors des repas et à lui tout seul, pendant que toute la table va être à un autre moment. Et donc ça, les bébés de 20 mois, c'est D'accord. fini. Là, ils veulent être à table avec tout le monde. Et souvent, les parents donnent encore à la cuillère ou donnent eux-mêmes à manger. Et ils s'étonnent que l'enfant ne veuille pas. Donc, à 20 mois, l'enfant a plus besoin qu'avant encore, mais même si à 6 mois, ils sont déjà capables de manger tout seuls, plus un enfant est autonome dans sa prise de nourriture, mieux c'est. Donc, la première chose,
je le sers pas, D'accord. je sers tout le monde. Et quand il demande, je le sers toujours moins que ce que je veux qu'il mange. Donc, je le sers un tout petit peu, de manière à ce qu'il en veuille plus. Je le sers dans son assiette et il se débrouille pour manger. Il n'est pas encore très doué avec la cuillère, donc je le laisse manger avec ses mains. Je trouve des petits brocolis, des petites choses qu'il peut manger facilement, lui-même tout seul avec ses mains. Il va galérer au début, il va en ficher un peu partout. Je me débrouille pour que ce soit un endroit safe, enfin que voilà, que je peux nettoyer facilement. Plus je lui laisse d'autonomie, mieux il va manger. Alors, c'est marrant, vous répondez à la question de Mom of the Way qui, justement, a sa fille de 16 mois qui veut plus rester assise dans sa chaise haute et elle Ben picore, voilà, justement, ce qu'elle veut des parents. Donc, on la laisse normal. picorer dans les assiettes des autres. Mais c'est même pas qu'on la laisse, c'est qu'on lui favorise ça. Et on peut, au lieu de donner picorer dans les assiettes des autres, on peut lui mettre son assiette à elle, dans laquelle elle peut picorer. Mais elle a besoin d'avoir la même chose que les autres. On est dans une espèce de culture très bizarre où on a appris, mais ça c'est l'industrie alimentaire qui nous a forcé à croire que il fallait que les enfants, les petits, mangent des purées et des petits pots. Mais ils aiment pas trop ça et puis c'est pas du tout approprié pour d'abord pour leur dentition, ça va être un carnage. Donc non, plus ils peuvent mâcher et même quand ils n'ont pas encore de dents, ils se débrouillent très très bien avec les gencives. À partir de 6 mois, un petit, il peut commencer à sucer son brocoli, etc. D'accord, On fait parfait. bien sûr attention, on les lâche jamais des yeux, etc. Il n'est pas question qu'ils s'étouffent. Oui, puis il y a même des grignoteurs. S'il y en a qui ont un peu peur, il existe aussi les petits grignoteurs qui sont très pratiques. Ok, super. Merci pour ce point nourriture. On va avancer puisqu'il ne nous reste que seulement un quart d'heure et il y a une foule de questions. Je m'en veux de ne pas répondre à tout le monde. Alors là, une question pour les parents qui ont plusieurs enfants, c'est-à-dire des jumeaux et des triplés. Ticket tout triplé, qui est une super fille qui relaie en plus après nos échanges. Je vous invite vraiment à suivre ses stories parce qu'elle scripte vraiment nos échanges. Elle a regroupé quand même pas mal de choses au niveau des parents qui sont justement avec des enfants, des jumeaux, des triplés. Et elle se demande comment gérer les comparaisons exacerbées en ce moment. C'est-à-dire, moi, je veux la même chose que mon frère ou que ma sœur. Comment on fait? Alors, si ce sont des triplés, ils ont peut-être des besoins plus proches, hein, mais on a besoin d'établir des règles de fonctionnement. Donc, déjà, on peut leur faire confiance. Donc, on les regarde. Ah, vous êtes trois et vous voulez tous la même chose. Or, bah, comment on va faire? On a une banane et deux pommes, donc tout le monde peut. Voilà, comment on va faire? Et on laisse les enfants choisir. Ah, ça c'est une solution, d'accord. Et une autre solution. Et le mieux, alors selon l'âge, s'ils sont très petits, on va leur demander 3 solutions. Ils ont 10 ans ou 7 ans, on va leur demander 10 solutions. Et parmi les solutions, on va se débrouiller pour qu'il y ait au moins une fois la solution bah, tout pour moi et rien pour les autres, un truc comme ça, enfin les solutions bizarres, ou la solution tout d'un coup il y aurait un nounours qui nous enverrait plein de chamallows partout dans la maison, enfin des trucs qu'on rêve. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Et pour libérer un peu l'énergie et que ce soit les enfants qui choisissent. C'est-à-dire que si nous, le parent, nous décidons d'une répartition, on aura faux à tous les coups. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, là encore, du fait du stress, vont être encore plus demandeurs et vont être attentifs à la moindre once d'amour supplémentaire que maman ou papa va donner aux autres. Donc, ils sont à l'affût. C'est tout à fait C'est de vrai. l'insécurité. Ça marche pour les L'insécurité, triplés ça ou se pour les gère. fratries, hein. Voilà. Et donc l'insécurité, nous croyons toujours que ça se gère uniquement en donnant plus d'attention à chacun, mais là, on va être épuisé. Non, l'insécurité, une des façons, c'est de donner de la tendresse et de l'amour, mais n'oublions pas, l'insécurité, ça se gère aussi en donnant du pouvoir personnel. Donc si je donne du pouvoir aux enfants sur, ah ben, comment est-ce qu'on règle ce problème-là? Eh bien, à ce moment-là, ça va aider, en tout cas.
Ok, super. Bon, alors, une réponse tout aussi pratique pour Houston Martin, qui a une petite fille de 17 mois. Elle veut les bras à longueur de journée. Elle a une hernie discale, donc elle ne peut pas porter sa fille, qui fait 15 kilos. Elle essaie de lui expliquer qu'elle l'aime, qu'elle est malade, qu'elle a un problème, mais elle ne comprend pas. Elle insiste, elle veut que ses bras à elle. Et elle n'arrive même plus à manger, elle est à bout, parce qu'elle veut être tout le temps sur elle. Et elle a peur en Oui. fait que sa fille pense qu'elle la rejette. C'est très compliqué, c'est vrai. Donc, 17 mois, ça sert à rien d'expliquer. Par contre, à 17 mois, elle doit pouvoir commencer à jouer et à expérimenter. Donc, on peut commencer à se mettre sur le lit, allongé, et donc là, l'enfant dessus, donc en contact, etc. Et puis, on peut jouer à comme toutes les façons de rester en contact. Et puis, on dit, oh, regarde là, tu me touches. Et jouer au toucher et à expérimenter différentes formes de toucher pour que l'enfant sente qu'elle est en sécurité même si elle touche le bout du doigt. Et donc petit à petit, on peut, mais d'abord on le fait en jouant et en donnant un maximum de câlins et je dirais pendant au moins une demi-journée, on reste qu'avec l'enfant, on n'essaye pas de faire autre chose et parce que il s'agit de lui enseigner à petit que ce soit l'enfant qui mette elle-même, qui trouve la distance parce qu'elle sait qu'on va pas s'en aller. Si on risque de s'en aller pour aller faire un truc, ça va pas le faire. Donc évidemment, on éteint le téléphone, pas de distraction. On reste complètement centré sur l'enfant pendant une période jusqu'à ce qu'on puisse expérimenter les moments où on se tient. Et puis ensuite, on peut jouer. Et donc là, on va aller jusqu'aux toilettes et on va jusqu'à la porte et tu me tiens par le doigt ou tu me tiens par la cheville ou voilà, on invente différentes façons de faire. D'accord. Quelque chose qui aime bien, que les enfants aiment beaucoup aussi, c'est quand on tombe sur eux. Donc, l'enfant est assis à côté de nous, par exemple, et paf, on tombe de tout notre long, sans lui faire mal, bien sûr. Et attention à On son fait dos. semblant de tomber sur lui. Ah, oh, qu'il est bizarre mais il est bizarre ce canapé. Il y a un truc dur sur ce canapé. Je sais pas ce que c'est, etc. Voilà, on joue comme ça, comme si on la voyait pas. Mais en même temps, du coup, on lui donne plein de contacts. Et au bout d'un moment, c'est elle qui nous repousse. Arrête! Et du coup, voilà, on peut s'en aller. Et est-ce que ça marche pour un enfant de 6 ans? Parce que Justine, elle a un petit garçon. Oui, Arthur, il est paniqué, il est perdu dès qu'il ne voit plus ses parents, dès qu'ils sortent de la pièce. Pourtant, en ce moment, comme on est confiné, ils vont juste à la pièce d'à côté. Mais il les suit, il n'arrête pas en fait de les suivre. Donc, il est collé, il les sollicite beaucoup. Elle est fatiguée, en plus, elle a une petite fille. Est-ce que ça marche ce jeu-là pour un enfant de 6 ans? tout à fait, ça marche. En fait, ce qui est là encore pour ce petit garçon, c'est le stress qui fait que quand un petit animal est stressé, et les humains, on est des animaux, un mammifère est stressé, il cherche sa figure d'attachement. Donc là, il y a du stress dans la maison, et plus maman est stressée, plus papa est stressé, plus les parents se disent, oh là là, il va encore m'embêter, Ouais. plus l'enfant va coller forcément. Donc on rentre dans une spirale. Et donc, il faut inverser la spirale. Et la manière d'inverser la spirale, c'est d'aller vers l'enfant avant qu'il nous demande. Donc, on va le harceler, le gamin. On va lui fournir de l'amour plus Tiens. qu'il peut supporter. Et du coup, au bout d'un moment, mais laisse-moi, maman! Ah voilà, au bout d'un moment, c'est lui qui craquera. C'est pas mal. Franchement, c'est une bonne technique. On va passer au devoir. Ah non, pardon. Juste avant, comme il y avait des gens qui parlaient beaucoup du sommeil, le fait que l'enfant ne s'endorme pas seul parce qu'il a peur justement de la séparation, on fait aussi le côté contact, peut-être, Oui, même pour le coucher. oui, bien sûr. Ok. Et Bien sûr. En fait, vraiment, faut pas oublier, on est quand même en confinement, on est dans un moment bizarre, ouais. on est dans un moment étrange, un moment que ça fait des lustres et des lustres que l'humanité n'a pas vécu ce genre de choses, où on est chacun terré chez soi. Et donc, c'est normal que nos enfants soient anxieux. Et tous les humains du monde, quand ils sont anxieux, ils se collent les uns aux autres. C'est juste naturel. D'accord, parfait. Alors là, justement, autre problématique du confinement, ce sont les devoirs, le travail à la maison. Comment lâcher de prise alors que les devoirs arrivent des professeurs, les parents qui culpabilisent de ne pas faire les devoirs. Il y a Madame César qui dit les devoirs sont de plus en plus difficiles pour mon fils, il est en CP. On est donc en conflit. Que faire, Isabelle? Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que les devoirs en CP, c'était interdit.
Maintenant, évidemment, on appelle ça encore devoir, mais c'est en fait non. Pourquoi est-ce que les profs fournissent tant de devoirs? C'est parce que eux se sentent coupables, ils se sentent impuissants, ils ont envie De faire leur de métier. nous aider, ils Ouais, ont envie de faire leur métier. tout à Donc, du fait. coup, ils en surajoutent. Mais quand on regarde quelquefois, mais c'est délirant. Jamais ils ne feraient autant de choses dans leur classe. Jamais. Mais en fait, ils cherchent à faire bien. Mm. Donc, calmons le stress des enseignants au lieu de faire la boucle et à croire que c'est absolument important de faire tout ce que l'enseignant demande. Non, l'enseignant, il panique. Et plus notre enfant va faire tout ce que le prof a demandé, le prof, du coup, il va se dire, ah, j'ai pas donné assez. Il va en redonner et ça va être un enfer. Non. Bon, là, en plus, c'est un peu les vacances, hein, donc on se calme. Pour ça, ouais. Et de manière générale, surtout en CP, il n'y a aucune urgence à faire quelque travail scolaire que ce soit. Si nos enfants ne font rien du tout du travail scolaire qui est envoyé par l'enseignant, ça ne va pas impacter son futur. Ça, on peut en être certain. Oui, mais Ça aide certains enfants. Il y a des enfants qui vont adorer ça. Des enfants vont le faire. OK. Mais n'abîmons pas notre relation à notre enfant en l'obligeant à faire des trucs comme ça. c'est très important de le dire. Ouais. Si on lâche la pression, ils vont tout d'un coup se dire, ah, mais j'ai envie de le faire. Parce qu'ils ont envie. Les enfants, ils aiment être reliés. Ils voudront faire comme les autres, se mettre dans la dynamique. Donc, ne mettons plus de contraintes et laissons. Ce qui est important, c'est Ah, nous avons perdu Isabelle. Ce qui est donc, important, en c'est… CP, on apprend Attendez, Isabelle. les capacités. Il y a eu une coupure. Ce qui est important, il y a eu un suspense de fou, on ne sait pas ce qui est important. Les capacités exécutives. Leur farcir la tête avec les divisions, la lecture, tout ça, ça sert à rien. En revanche, leur enseigner à se concentrer, leur enseigner à inhiber un geste, quand ils ont envie de faire quelque chose, ne pas le faire, leur enseigner à mémoriser, à garder une chose dans leur tête pendant qu'ils font autre chose, tout ça, c'est important. Et ça, eh bien, ça s'apprend encore mieux avec des jeux. Ça s'apprend en faisant un puzzle, ça s'apprend en faisant, en fait, toutes sortes de réactions, toutes sortes de jeux de société, toutes sortes de jeux de peinture, etc. Toute activité dans laquelle l'enfant va rentrer, on peut aller voir les vidéos de Céline Alvarez sur son site internet et elle donne beaucoup d'exemples de comment on construit les capacités exécutives. Ça, c'est important. Ça, c'est utile. Et sinon, une fois que notre enfant aura les capacités exécutives, tout le travail scolaire, ça ira zoom, zoom, zoom super rapidement et ne nous inquiétons pas, il rattrapera. De toute façon, dans une classe, tout le monde ne suit pas tout ce que dit la maîtresse, tout ce que dit le professeur. Donc, c'est pas la peine d'essayer, nous, d'être le bon élève. Hein. D'accord. Alors, une petite Notre question. job à nous, c'est d'avoir la meilleure relation possible avec nos enfants. C'est vrai. C'est bien dit. On la notera, cette phrase. Il y a Ailey Kitty the Cat qui est institutrice et elle aimerait savoir comment aider les enfants des soignants, puisque ce sont les élèves qu'elle gère en ce moment, et comment les accompagner avec le stress de la situation. Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement stressant. On peut pas éviter le stress, donc on va éviter de chercher à les calmer. On va plutôt leur fournir des outils pour qu'ils puissent arriver à s'apaiser. Et ce qui va leur permettre de s'apaiser, c'est de se sentir puissants. Et donc, ce qui va leur permettre de se sentir puissants, parce qu'ils sont impuissants face au virus, ils peuvent pas faire que leurs parents n'aillent pas travailler. Mais ils peuvent, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme faire un petit dessin, un petit gris-gris que maman emmènerait, un petit bracelet que maman ou papa emportera dans sa poche et qu'il gardera dans sa poche. On peut rendre actif l'enfant le plus possible. Lui faire écrire une lettre pour son parent. Et s'il est trop petit pour savoir écrire, on lui demande de nous dicter la lettre. Et donc là, il peut écrire et dire.
S'il dit ses inquiétudes, maman, ça m'inquiète beaucoup quand tu vas travailler, papa, j'ai tellement peur que tu attrapes le virus, etc. Plus ils peuvent le dire, mieux c'est. C'est-à-dire que si ça reste dans leur tête, ça va tourner en boucle et ça les rend, c'est trop trop dur. S'ils peuvent arriver à ce que ce soit écrit, c'est au moins sorti. Ça résout pas, parce que bien sûr que les parents vont continuer d'aller travailler, mais ils pourront passer de j'ai peur pour mon parent à je suis fière de mon parent. Mais par contre, si on les oblige à être fiers avant et si on leur dit mais tu sais, ton parent, tu peux en être fier et tout, si on évite le moment de l'émotion, alors ils n'arriveront pas du tout à rentrer dedans. Ok, parfait. Alors, dans ce contexte de confinement, il y a eu un message qui m'a tout... Excusez-moi, je rajoute un tout petit peu quand même parce que Allez-y. ça peut être utile pour tout le monde. C'est parce que c'est utile aussi quand l'enfant a peur pour nous quand on va faire les courses. Donc, C'est vrai. on va lui demander de quoi tu as peur, de quoi tu as le plus peur, qu'est-ce qui te plaît pas et vraiment qu'est-ce qui est le plus dur pour toi. On va rajouter à chaque fois le plus. D'accord. C'est une petite astuce de psy. Et ça aide l'enfant à sentir que son émotion, son sentiment est accueilli, accepté, et que parmi toutes les peurs qu'il pourrait avoir, il y en a peut-être une ou deux qui va sortir plus. Donc, ça l'aide à en parler. Ok. Alors justement, peut-être que ça sera des choses qu'elle va mettre en place. Anne, elle nous a écrit sur le chat qu'elle a perdu son père du Covid et elle a du mal à en parler avec son enfant. En tout cas, quels sont les mots? Qu'est-ce qui peut aider justement son enfant à être en plus en sécurité par rapport à cette situation tragique? Euh, alors, je sais quel âge a l'enfant, ça dépend. Je crois que c'était Mais 6 ans. J'ai un souvenir on, de on veut, 6 ans, mais c'est vrai on qu'il y veut a eu toujours beaucoup de messages protéger les aussi. enfants. Ouais. On veut toujours protéger les enfants de la mort, mais la mort, elle est là et on a vraiment besoin de pouvoir en parler comme c'est. La conception de la mort d'un enfant, elle n'est pas la mort, c'est pas la même chose à 6 ans ou à 14 ans. C'est vrai. Donc, on peut lui C'est à dire, 7 ans, je crois, qu'on réalise vraiment en plus une vraie voilà. peur. Et après, chaque enfant est différent. Il n'y a pas 7 ans pile le jour de mon anniversaire, je comprends ce que ça veut dire. Et chacun, on a des proto-histoires, des choses qui se passent à l'intérieur. Donc, la première chose, c'est, on va dire la vérité. Tu as vu que je suis très triste en ce moment. Tu sais que papy, il allait pas bien du tout. Papy est mort. Une fois qu'on a dit ça, on va demander à l'enfant, qu'est-ce que c'est pour toi la mort? Comment tu te représentes ça? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu te dis? On va le faire parler pour pouvoir faire émerger ce qui est complètement bizarre et ce qui est et donc on va pouvoir corriger les notions qu'il a dans sa tête. Parce que là, par Ça veut dire on aimait bien elle avait vu son papy, c'est une petite fille, et donc le papy était, enfin le corps était dans un salon, et donc elle y a été, et donc ensuite elle ressort et puis elle dit à quelqu'un qui était là, qui dit je vais voir grand-père, et elle dit ah non mais là-bas il y a que son corps, il est plus là, il est tout vide, grand-père. Et donc voilà, c'est intéressant. Ah, on n'entend plus. Bon. Je vous entends plus non plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah, il y en a qui entendent. Alors, tout va bien. Bon. Donc, ouais. eh ben voilà, je suis de retour. Je suis désolée, nous avons été coupés. Je pense qu'on arrivait au bout effectivement du talk d'une heure, donc ça a coupé, du moins on m'a coupé le clapet, ce qui est dommage quand même. On était en pleine discussion, je suis dégoûtée, c'était important. Oh. Bon, en tout cas vous, vous avez entendu, donc déjà c'est pas mal. Hop, je vais demander à Isa. Nous revoilà. Je suis désolée de cette coupe violente, mais on va reprendre le fil de notre discussion. Isabelle, je suis désolée, en fait, Oui, ça fait 1 heure, donc moi, on me coupe. oui, oui. Ah,
Alors, on va reprendre quand même. Apparemment, vous avez pu donner la réponse pour Anne et les gens vous ont entendu. C'est le plus important. Mais peut-être reprenez quand même pour que moi, je puisse avoir les éléments de réponse, parce que du coup, j'ai été un peu coupée. Et donc, je sais pas à quel moment ça s'est arrêté, mais juste Sur vraiment, la ce qui est verbalisation envers l'enfant. voilà, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de parler de la mort et de ne pas vouloir protéger nos enfants parce qu'on les protège de rien du tout. Ce qui les protège le mieux, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir s'exprimer, c'est de pouvoir dire ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et là encore, connexion, des câlins, du contact, de la parole, des échanges et pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire. Et donc, bien sûr, avant, on pouvait mettre un petit objet, mettre un dessin pour grand-père dans son cercueil. Maintenant, on peut plus. Enfin, ça dépend s'il est décédé du Covid ou pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire, mais on peut quand même faire des choses. Et on peut inventer avec un enfant. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour dire à ton grand-père que tu l'aimais beaucoup? Et donc, peut-être c'est un dessin, peut-être c'est une prière, peut-être c'est une chanson, peut-être c'est voilà. Où est-ce que tu imagines qu'il est maintenant, ton grand-père? De toute façon, il est encore toujours dans ton cœur et tu peux lui parler dans ton cœur. D'accord. Dernière question, et après on coupe, parce qu'Instagram va nous gronder encore une fois. Non, Adeline, elle a 2 enfants de 5 et 8 ans. Elle a l'impression de s'épuiser toute la journée à dire la même chose. Et ils font les sourds. Alors, ça parlera à tout le monde. C'est pour ça que je veux terminer sur cette question. Par exemple, il est temps de te brosser les dents, elle dit à ses enfants. Et ils n'entendent pas. Oui. Elle leur dit, vous avez entendu ce que je dis? Si, oui. Ils entendent. Voilà, ils entendent. Ils entendent, parce que si on leur demande, est-ce que vous m'avez entendu? Ils disent oui, oui. Ben voilà, et donc là, on boucle bien la boucle, Carole, puisque c'était la question du tout début. C'est que très, très souvent, nous, c'est notre manière de faire. Ce qui est vraiment étrange, c'est que nous répétons. C'est déjà quelque chose de très chouette, mais il y a quand même l'idée du contrôle. Il y a quand même l'idée que je veux que l'enfant fasse ce que moi, j'ai décidé. Et donc, à partir de là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ce qui va le plus marcher, c'est les trucs décidés ensemble, c'est afficher ensemble l'emploi du temps, les tâches, l'emploi du temps, les routines. Voilà, les routines familiales et les décider ensemble. Et ensuite, il suffira de dire où est-ce qu'on en est dans la routine au fait? Tiens, allons voir. Et puis, on regarde. Et puis aussi, quelquefois, avec notre besoin de contrôle, on se débrouille en général pour trouver un truc à faire aux enfants pile au moment où c'est carrément pas le moment. C'est-à-dire, eux, ils sont absorbés dans leur jeu. Et en plein milieu de leur jeu, on leur dit, allez, au bain. Et est-ce que nous, on accepterait qu'en plein milieu d'un travail, en plein milieu d'un courrier qu'on est en train de faire, on nous dise allez au bain ou va faire le dîner ou je sais pas quoi. Non, on dirait attends, j'ai pas fini. Donc mieux vaut s'approcher des enfants, regarder où ils en sont et on finit de jouer avec eux et petit à petit on voit de combien de temps vous avez encore besoin pour finir ce jeu avant de pouvoir aller au bain, par exemple. Des choses comme ça. Mais respecter leurs besoins. Un jeu n'est pas un passe-temps. Un jeu, c'est le vrai travail de l'enfant. Quand un enfant joue, quel que soit le jeu, du moment que c'est un jeu autonome, il est en train de construire son cerveau. Donc, je regarde l'enfant et je regarde, il est en train de construire son cerveau. Est-ce que vraiment, j'ai absolument besoin d'interrompre la construction de son cerveau là tout de suite pour qu'il aille prendre son bain ou qu'il vienne dîner? Donc, est-ce que c'est, voilà, de quelle manière on fonctionne pour harmoniser nos agendas les uns aux autres. Ok, merci Isabelle. Alors, c'est la fin de ce talk. Je tiens à remercier les gens qui ont participé en masse et aussi, apparemment, pendant le talk, il y avait beaucoup de coucou du Brésil, d'Argentine, de Montréal, de Suisse. Wow. Donc, merci à eux de nous écouter malgré le décalage horaire. On va redonner le numéro quand même de téléphone, 0805 827 827. Je vous mets les liens pour les cahiers Nathan, bien entendu, et sinon il y a les livres d'Isabelle. Isabelle, on attend votre vidéo de danse. Je suis désolée, mais je vous prends au mot. Voilà, mais je voulais juste, promis, je vous la ferai. Et je voulais juste vraiment insister, c'est que ce numéro, ne l'appelez pas spécialement parce que vous avez, vous craquez, quoi. C'est vraiment un numéro sur lequel mes coachs, elles sont 60 à attendre vos appels. Hein. Et il n'y a pas seulement mes coachs, il y a aussi pas seulement les personnes que j'ai formées, il y a des
personnes formées par Jeanne Siofachin pour l'école à la maison. Il y a des gens qui sont spécialisés en périnatalité. Il y a des gens qui sont spécialisés pour les professionnels de petite enfance. Bref, il y a 160 professionnels qui attendent vos appels et qui n'ont que ça envie de vous accompagner dans le confinement pour vous donner des nouvelles idées, etc. On n'a pas besoin d'attendre d'en avoir besoin pour téléphoner. Et vous avez raison et surtout ça tombe bien parce que comme je n'ai pas pu poser toutes les questions, je vous invite à joindre le 805 827 827 parce que je m'en veux de ne pas pouvoir relayer toutes vos questions. En tout cas, merci de votre temps Isabelle. Au nom de tout le monde, un énorme merci de ce deuxième rendez-vous. Il y en aura peut-être un troisième si vous avez le temps pour nous. Et en tout cas, je vous embrasse très fort. À bientôt tout le monde.